Nouvelle édition du journal sur PPACI TV, voici le sommaire. Les missions CAP 2025 ont effectivement démarré le samedi 8 juin. Plusieurs délégations étaient dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Modification de l'article 185 du Code pénal ivoirien à quelques mois des élections présidentielles. Le régime d'Abidjan est déterminé à museler ses opposants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis le 8 juin, plusieurs missions du parti parcourent le territoire national dans le cadre de l'opération CAP 2025 pour annoncer aux populations la candidature du président Laurent Gbagbo pour les élections présidentielles de 2025 et les mobiliser pour la dite candidature. Le secrétaire général Jean-Gervais Tcheidé et le vice-président du CSP Liabi Douayoua et le président de l'inspection générale du PPACI Issa Malik Koulibaly étaient respectivement dans la région du Sud Comoé, du Gor et de l'Anibi Tiassa. C'est un reportage signé de la rédaction. Le secrétaire général Jean-Gervais Tcheidé était à Boisseau le 8 juin où il a reçu les responsables locaux de la région du Sud Comoé et militants dans la salle de mariage de la mairie. En présence du vice-président exécutif du district de la Comoé, le professeur Armand Ognien, le secrétaire général a réitéré l'information concernant la candidature du président Laurent Gbagbo pour 2025. Après avoir évoqué les raisons de cette candidature, il encourage les populations de la région à se battre pour lui redonner la victoire en 2025. Nos parents politiques, là, on fait ça comme ASEC Africa. C'est pour ça que nous, on voit ça. C'est du sport. On fait ça comme ASEC Africa. Sans couteau, sans kalash. Il faut que les populations vivent en paix. C'est pour ça qu'on leur a écrit pour qu'on discute. Parce que la condamnation, là, elle n'existe pas. Donc, Laurent Gbagbo, là, il sera sur la liste électorale. Il sera sur la liste électorale, il sera candidat. On sait que, comme ils ont une peur bleue de sa candidature, ils peuvent dire, bon, comme il parle beaucoup là, mettez son nom même. Sans pour autant effacer la condamnation. Ça veut donc dire que si la CEI t'a loupé, c'est le conseil constitutionnel qui t'attend devant. C'est pas ça? Bon, ça là. Même quelqu'un qui a fait CP1 de politique, il connaît ça. Donc c'est pour ça qu'on dit, on va s'asseoir. Pour que tout ce qui est susceptible de créer des troubles dans le pays, des inquiétudes, des angoisses, de l'anxiété là, qu'on enlève ça pour que les populations vivent tranquillement les prochaines élections. Qu'elle n'ait plus peur. Toutefois, il ne cache pas les défis à relever dans l'optique de cette victoire. Ce sont la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le changement de la commission électorale indépendante, le découpage électoral, une nouvelle liste électorale et la gratuité de la carte nationale d'identité. Pour ces défis, dit-il, les militants doivent s'apprêter à engager le combat avec le parti. Le secrétaire général a ajouté son propos par la visite du président Laurent Gbagbo le 14 juillet prochain à Bonoa. Pour cette visite, il demande la mobilisation de toutes et tous en vue de communier avec le président Laurent Gbagbo. Débuté à Guibérois le dimanche 9 juin, le premier vice-président du CSP a continué sa mission le même jour à Ouagayo, puis le lundi à Gagnoa-Ville. Durant chaque étape de la mission, le ministre s'est entretenu avec les chefs traditionnels, les militants et sympathisants du PPACI. De façon officielle, il les a informés de la candidature du président Laurent Gbagbo pour la présidentielle de 2025. Puis, leur a livré les raisons qui ont amené le président à accepter la demande de son parti pour cette nouvelle compétition. Accompagné des cadres et responsables locaux de la région, le ministre Liabi Douayoua s'est rendu ce mardi soir dans le département de Oumé pour le même message. Le président de l'inspection générale du parti, Issa Malik Koulibaly, chef de délégation, était successivement à Sikinsi, Gaumont, plus précisément à Saouye, dans la région de l'Anibi Tiassa. À Sikinsi, après la civilité aux autorités administratives et coutumières, la délégation s'est rendue dans la communauté du Nord. Au cours des échanges avec ses responsables du Nord, le président de l'inspection générale du parti a annoncé la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Puis il leur a demandé d'épouser la politique d'un candidat qui peut apporter le changement et le développement, et non suivre un candidat pour des raisons religieuses et ethniques.
Le meilleur profil est donc le président Laurent Gbagbo, selon le ministre. Au lieu de la rencontre, le président de l'inspection générale a, au nom du président Laurent Gbagbo, remercié les militants pour leur résistance, leur détermination et leur constance dans la lutte. Puis, annonce officiellement la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Une information reçue avec beaucoup d'enthousiasme. Après cette étape, cap est mis sur Saouye. Dans cette localité, les militants ont eu droit au même exercice. Annoncer aux populations la candidature du président Laurent Gbagbo et les a mis en mission pour diffuser au maximum l'information. Pour terminer, le président de l'inspection générale du parti a également rencontré les halogènes avec qui il a échangé sur les questions électorales. Il a demandé à tous ceux qui n'ont pas droit à être sur la liste électorale à se tenir loin. Un message auquel ces ressortissants ont prêté beaucoup d'attention. La fédération de Yopougon a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire dimanche dernier. Le vice-président exécutif Awa Domelo en était l'invité spécial. Le compte rendu de ce reportage avec Ange Abraham et Sopi Kalanga. Cette assemblée générale ordinaire élargie avait pour principaux points inscrits à l'ordre du jour la vie, les activités de la fédération et analyse de l'actualité sociopolitique. L'analyse de l'actualité sociopolitique a été faite sous la forme d'une conférence ayant pour thème le panafricanisme et la nécessité du retour de la gauche au pouvoir en 2025 avec le président Laurent Gbagbo. En raison du caractère spécial de l'Assemblée générale, plusieurs militants ont effectué le déplacement. Devant ce parterre, l'invité spécial, le ministre Awa Domelo, a exposé sur le thème. Il donne les raisons pour lesquelles il est impératif pour le parti de se battre pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Il faut tuer en nous le parti-État, où le parti et l'État sont confondus. Il faut tuer en nous le pluralisme, c'est-à-dire le rattrapage ethnique, pour que la Côte d'Ivoire puisse accéder à la démocratie et que chaque Ivoirien soit égal de l'autre Ivoirien et qu'il puisse avoir les mêmes droits que tous les Ivoiriens, que vous soyez au pouvoir ou dans l'opposition. Et c'est ça la conquête de l'état de droit et de la démocratie. C'est l'étape qui nous reste à franchir. Et donc, si nous franchissons cette étape-là, eh bien, nous tombons dans la démocratie. Et c'est cette étape-là que Laurent Gbagbo, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2000, a cherché à construire. Souvenez-vous que l'État n'était pas la propriété du RPI. L'État était la propriété de tous les citoyens ivoiriens qui avaient du talent, que vous soyez du RPI ou que vous soyez de l'opposition. Et donc, c'est cette façon de concevoir l'État de droit où tous les citoyens sont égaux, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Et c'est cette démocratie-là qu'il voulait construire de 2000, quand il a pris le pouvoir, jusqu'en 2010. Mais il voulait aussi construire la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Vice-président exécutif du PPACI en charge de la promotion du panafricanisme, Dr Awa Domelo explique la vision panafricaniste du président Laurent Gbagbo aux militants. Nous voulons une politique étrangère souveraine. Nous voulons, dans un monde multipolaire, coopérer avec qui on veut dans l'intérêt exclusif du peuple ivoirien. Et nous voulons construire le panafricanisme, c'est-à-dire avec les autres pays africains, nous voulons construire progressivement les États-Unis d'Afrique en mettant en œuvre le programme qui a été élaboré par tous les chefs d'État africains qu'on appelle l'agenda 2063. Nous voulons mettre en œuvre toutes les institutions panafricaines qui ont été déjà conçues et dont tous les textes sont déjà rédigés. Nous pouvons mettre en place l'ensemble de ces institutions-là pour avoir un pôle autonome, un pôle souverain qu'on appelle l'Afrique. L'agenda 2063 a été élaboré lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000 et a permis à Essi Amara d'être à la tête de l'Organisation des Unités africaines. D'abord, c'est sous sa houlette et avec Kadhafi
que nous sommes passés de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. Et donc c'est après ça que tous les instruments du panafricanisme ont été développés. Et dans l'agenda 2063, il y a des idées fortes. Par exemple, un passeport africain. Comment vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, si vous voulez aller dans un pays de l'Afrique centrale, eh bien vous devez avoir un visa. Et pour avoir le visa, souvent ce pays-là n'a pas d'ambassade représentée en Côte d'Ivoire. Et donc vous devez aller dans un pays voisin ou dans un autre pays avant d'avoir le visa nécessaire pour aller dans un pays africain. Cela constitue une absurdité. Nous devons, si nous voulons commercer entre nous, être libres de nos mouvements à travers tout le continent africain. Or, aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, aller d'un pays africain à un autre, il y a l'obstacle du visa. Même si vous réussissez à avoir le visa, que vous voulez créer une entreprise, pour déplacer de l'argent de l'Afrique de l'Ouest en Afrique du Sud, c'est tout un tas de problèmes. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'investissement. S'il n'y a pas la liberté de mouvement des individus, s'il n'y a pas la liberté de mouvement des capitaux, s'il n'y a pas la liberté de mouvement des biens, eh bien, le panafricanisme n'est qu'un rêve. Or, le projet de l'agenda 2063 a prévu la liberté d'aller et venir à travers un passeport unique, la liberté de circulation des biens à travers la zone de libre-échange économique, la liberté de circulation des capitaux à travers la création d'une banque centrale africaine, d'un fonds monétaire africain, parce que n'oublions pas que lorsque vous commercez avec un pays, par exemple le Ghana, eh bien si le Ghana n'a plus de devises, eh bien vous avez vendu mais vous ne serez pas payé. Donc pour combler ces devises-là, on fait généralement appel au Fonds monétaire international. Il n'est plus question de faire appel au Fonds monétaire international. Nous aurons notre propre Fonds monétaire africain qui permettra aux pays africains de combler leur déficit en devises lorsqu'ils n'en ont pas. Et nous aurons notre propre banque centrale pour créer de la monnaie pour les différentes économies africaines. Donc voilà pourquoi la mise en œuvre de l'agenda 2063 est une priorité pour aller vers le panafricanisme. Donc notre politique étrangère va dans deux directions. Le mouvement vers le panafricanisme et la liberté de coopérer avec qui on veut à travers le monde entier sans avoir l'autorisation préalable ni du Trésor français, ni de l'État français, ni de l'Europe. Nous voulons être libres. Une véritable séance de formation pour la Fédération de Yopougon qui s'apprête à relever les différents défis identifiés par le parti. Si le PPACI ou des individus appellent le public en solidarité au président Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de l'article 185 nouveau, a affirmé Ben Abdoulaye Meïté, député RHDP, lors d'un débat télévisé. Le PPACI et le PDCI RDA avaient prévenu l'opinion du caractère liberticide de l'article 185 nouveau. Selon ces deux importantes formations politiques, cette loi vise à museler l'opposition. En ce qui concerne le PPACI, cette loi pourrait empêcher les militants de manifester contre la condamnation du président Laurent Gbagbo et sa non-inscription sur la liste électorale, a laissé entendre son groupe parlementaire. Dans toutes les commissions sont majoritaires et nous, notre voix n'a pas prospéré. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire que c'est une loi et les liberticides. Et nous disons, pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à toute la Côte d'Ivoire, par rapport à tous les Ivoiriens, tous les citoyens, qui perdent ainsi leur liberté d'expression. Ouais, le cas du président Gbagbo. On dit qu'il a braqué la BCEAO et il a été condamné à 20 ans. Si nous disons au cours d'un meeting que ce qui est arrivé à Gbagbo n'est pas vrai, alors on tombe sur le coup de la loi et on peut nous poursuivre. Et je suis heureux que la plupart des députés du parti au pouvoir ont compris la pertinence de notre position. Mais ils sont tenus par le vote mécanique. Dans sa quintessence, c'est une loi formidable puisqu'elle prend toutes les garanties pour poursuivre tout ce qui est blanchiment d'argent, tout ce qui est terrorisme et autres. Mais dans le fond, l'État en profite pour museler un peu l'opinion, l'opposition. Et c'est là, nous qui sommes les défenseurs des libertés, nous ne pouvons pas l'admettre. Un avis que rejetaient jusque-là les représentants du parti au pouvoir. Il n'y a jamais eu de volonté de légiférer
avec une visée négative ou répressive à l'égard de l'opposition. L'épisode 1 sur le projet de loi de la Constitution de 2016 aura été bien long que l'épisode 2 concernant la liberté d'expression. 3 jours après ces propos, le député RHDP a fini par admettre les motivations réelles de cette loi votée à quelques mois des élections présidentielles. M. Laurent Gbagbo a été condamné par la justice. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Il a été gracié. L'infraction n'est pas, moins la peine, mais pas les faits infractionnels. Mais aujourd'hui, si le PPAC ou des individus lance un appel au public à l'effet de contrarier l'autorité, en solidarité avec M. Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de cette disposition. Le RHDP devrait se rendre compte que tout ce qu'il a entrepris et entreprend contre le président Laurent Gbagbo n'a guère abouti. Et en 2025, il en sera de même. Ils ont peur, Champi. Parlons toujours de l'article 185 nouveau, bien avant son examen par les sénateurs et sa promulgation par le chef de l'exécutif, l'on s'inquiète encore quant à l'interprétation de l'article 185 nouveau. Article controversé et ses dérives potentielles sur la liberté d'expression des Ivoiriens à un peu plus d'un an de la présidentielle. Sylvain Lobo. Le nouvel article 185 du Code pénal ivoirien est passé haut les mains devant la première chambre de l'Assemblée nationale où les députés du Rassemblement des oufouettistes pour la paix, partis au pouvoir, sont largement majoritaires. Cette facilité déconcertante avec laquelle cette modification législative est passée comme une lettre à la poste malgré les germes conflictuels qu'elle charrie et qui ont été relevés par la voix presque inaudible des députés de l'opposition qui filent des débats et des inquiétudes surtout quant à la liberté d'expression, une denrée consubstantielle à la démocratie. Adopté dans le cadre d'un vaste projet de loi contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux, l'article 185 nouveau du Code pénal ivoirien a des implications importantes pour les hommes de médias et pour la profession du journalisme en particulier. En raison de la formulation vague de l'article, les députés du RHDP qui obéissent au doigt et à l'œil de leur chef d'orchestre, en l'occurrence le président Ouattara, voudraient par ce texte de loi amener les journalistes les moins courageux de leur pays à s'auto-censurer par crainte de poursuite pour diffamation. En effet, l'article 185 nouveau met l'homme de médias à la merci du procureur de la République, prompt en terre d'éburnie à poursuivre et à mettre au frais ce journaliste, cet empêcheur de tourner en rond. Objectif de la pratique, faire taire, fermer les micros, ranger les stylos et les blocs-notes et observer sans rien dire de peur de recevoir l'épée de Damoclès suspendue et prête à trancher des têtes pour le bon plaisir du monarque. Surtout à l'approche du scrutin présidentiel qui donne des ailes et qui a tendance à débrider les langues et à ouvrir les boîtes de Pandore aux dépens le plus souvent des pouvoirs en place. Mieux vaut donc prévenir que guérir et le vote de cette disposition législative à ce moment précis n'est pas fortuit. Dans la pratique du métier de journaliste, un bon journaliste est celui qui dispose entre autres de bonnes sources et des sources fiables. L'article qui vient d'obtenir son brevet de passage à la Chambre des députés peut affecter considérablement la protection des sources du journaliste, compromettant ainsi la qualité de son travail. Le journaliste professionnel, et en particulier le journaliste d'investigation, devra constamment peser soigneusement le risque de révéler des informations potentiellement diffamatoires sur des individus tout en préservant l'intérêt public. Les enquêtes journalistiques impliquent souvent des révélations sur des sujets controversés et très sensibles, et ces genres de sujets ont toujours existé sous tous les régimes, mais ils sont plus nombreux et plus constants dans le parti de la case, passé maître dans l'art des scandales financiers et sociaux. Dans l'hypothèse de la promulgation de l'article 185 nouveau du Code pénal, le journaliste ivoirien devra, pour échapper au cachot, naviguer avec prudence pour éviter de porter atteinte à la réputation des personnes tout en espérant la vérité. L'article vise, en outre, à protéger la réputation des individus, mais il peut également être utilisé pour restreindre la liberté de presse. L'affirmer en Côte d'Ivoire n'est pas faire de la redondance.
Les journalistes ivoiriens doivent faire preuve d'équilibrisme entre informer le public et éviter toute diffamation. Enfin, selon les législateurs de la première chambre de l'hémicycle, les tribunaux ivoiriens devront interpréter l'article 185 nouveau au cas par cas. Allons-y comprendre quelque chose quand on sait la propension qu'ont certains juges ivoiriens à s'aplatir devant le pouvoir exécutif pour ensuite espérer des nominations. Les journalistes devront être conscients des limites et des risques potentiels lorsqu'ils couvriront des sujets sensibles qui sont pléthores et qui feront surface certainement avec le régime du RHDP finissant. En définitive, la modification législative adoptée à la majorité par les députés du RHDP reste un danger permanent pour les médias et la liberté de la presse qui demeure essentielle pour la démocratie et la transparence et dont le respect est crucial pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les journalistes en particulier devront être conscients des risques juridiques et continuer à enquêter de manière rigoureuse malgré ces embûches en respectant bien sûr les droits individuels et l'intérêt public. Voici qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.